Donc, toujours dans la continuité du statut de consultant. Donc, on va parler cette fois-ci des nomades du Maroc oriental. Donc, 1989 à 1991. Donc, voilà, c'est pour développer cette partie. Oui, là c'est moi, ça me tient au cœur, cette expérience-là. D'abord parce qu'elle était relativement longue. Et puis, cette expérience, je l'ai faite avec des amis et des collègues, comme Abdallah Moudi, qui était directeur du projet et qui m'a invité à être consultant dans ce projet, mais également Abdelatif Meshrifa, géographie humaine, et Mohamed Touzi. Donc, ça me tient à cœur parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, là également, je ne me considère pas comme un expert de quelque chose. Et je n'ai rien contre ça. Donc les experts peuvent être spécialistes des microcrédits, de l'approche participative, de terres collectives, etc. Et nous avons besoin d'expertise de ce niveau. C'est-à-dire parce qu'ils fouinent uniquement une question ou deux questions par rapport à ces spécialités. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas expert de quelque chose. J'essaie un peu à chaque fois, avec mes collègues, de répondre à partir de ma petite expérience, ma modeste expérience de sociologue et d'anthropologue, de répondre à des questions sur lesquelles j'estime pouvoir répondre. Parce que c'était sur l'Ibn Ghil, c'était sur l'oriental, pas uniquement sur l'Ibn Ghil, sur l'oriental, sur les tribus de l'oriental. Donc il y avait l'Ibn Ghil, mais il y avait également deux autres tribus de l'oriental, Sidi Ali Bouchnafa et Zwa. Donc 4 grandes tribus de l'oriental. Et c'était financé par le Fonds international de développement agricole, le FIDA, qui voulait une consultation avec bien sûr le ministère de l'Agriculture toujours. Et donc la question, c'était d'abord, première phase de l'enquête, c'est quelles sont les structures sociales et la morphologie sociale des tribus en question. Donc c'est des concepts des sciences sociales, ce n'est pas des concepts d'experts, etc. Et la deuxième phase, c'est une enquête par questionnaire sur l'innovation chez les nomades. Et la première phase est une préparation du questionnaire. Donc, une photographie de ce que sont les structures tribales, de ce qu'est la morphologie sociale chez les tribus, qui prépare un peu l'enquête par questionnaire. La première a duré à peu près 6 mois, 7 mois, et elle a donné lieu à un rapport sur les structures sociales et sur la morphologie, je ne sais pas, 200, 250 pages, rédigé par Abdallah Hamoudi, Ben Shrifa et moi-même. Et la question encore pragmatique, pratique, c'est par exemple le FIDA, le Fonds international de développement agricole et le ministère de l'Agriculture voulaient créer des coopératives. Et la question, à quel niveau? Quel est le niveau pertinent, adéquat, en consultation avec la population pour créer une coopérative? Et comme tu le sais, donc il y a plusieurs niveaux. Il y a le douar, il y a la petite tribu, il y a la tribu, il y a un groupement tribal, et puis il y a la confédération tribale, etc. Donc, bon, la confédération tribale, Ibn c'est immense, donc c'est exclu, parce que c'est 300 km depuis le nord de Aïn Ben Matar jusqu'au sud au nord du Figuig. Et donc, restait la Mchicha et la tribu traditionnelle. Donc, bien sûr, maintenant je vais très vite, mais au terme de la consultation, nous avons proposé la Mchicha, qui était fonctionnelle parce qu'il y avait déjà un shir, et chaque fois qu'une tribu veut manifester son autonomie, il demande à ce qu'il y ait un shir de la tribu. Donc c'était, on va dire, l'emblème de l'autonomie d'une tribu. C'est avoir un shir et être une mchicha. Et des fois, on peut trouver une mchicha où il y a 400 tentes, 400 familles, et une autre mchicha où il y avait 90 ou 70. Donc la question de la taille ne se pose pas. C'est tout simplement... Le système. Pardon? Est-ce qu'il y a un système?
Oui. Est-ce qu'il y a une communauté qui se sent être communautaire? C'est ça. Et comme chez les nomades, ça ne va pas être le territoire, parce qu'il n'y a pas de territoire. Le territoire est discontinu. L'entrée territoriale, l'entrée spatiale est relativement, frustrante pour un bureaucrate, pas pour moi. Pour moi, ça me donne beaucoup d'idées. Un terrain fertile. Que veut dire discontinuité spatiale? Imaginez le Bangladesh d'il y a je ne sais pas, 2 ou 3 décennies ou 4. Le Pakistan, pardon. Le Pakistan, quand il y avait le Pakistan du Nord et le Bangladesh d'aujourd'hui. Maintenant, bien sûr, pour la rationalité bureaucratique, le territoire et l'espace d'une tribu doit être continu. Chez les nomades et chez les transhumants, vous êtes, par exemple, 3 groupes, A, B et C. Il y a 3 parcours. Dans le parcours X, il y aura A, B et C. Dans le parcours Y, il y aura A, B et C. Dans le parcours Z, il y aura A, B et C. Et donc, mon territoire va être dans 3 parcours différents. Et je peux passer d'un territoire à un autre, et ainsi de suite. Donc la discontinuité veut dire tout simplement que ce n'est pas continu. Et puis, ce qui complique également l'existence, parce qu'une tribu peut avoir un espace continu, mais il y a la duplication des groupes. C'est-à-dire, c'est discontinu, et le même espace est occupé par 2, 3 douars appartenant à des tribus différentes. Comment, à partir de l'espace, créer une unité pour la logique nomade qui doit avoir pour l'été tel territoire, pour le printemps tel territoire, pour l'hiver tel territoire? C'est impossible. Ça, c'est valable pour les nomades, c'est valable pour les transhumants du Moyen Atlas, les Aitata, etc., etc. Ils doivent avoir au moins 3 espaces différents. Désert, pré-désert, la montagne, etc. Donc, ces entrées-là, l'entrée territoriale, le groupement, c'est pas des sédentaires, c'est des nomades. Donc restait l'amshikha. Donc l'autonomie est exprimée. Nous avons fait un peu l'histoire du shikha depuis l'indépendance. Il y avait 4 ou 3 au départ. Et puis bon, ça s'est démultiplié. Et ça te donnait une idée sur la cartographie de la tribu, sur les limites de la tribu, qui ne sont pas des limites territoriales ou spatiales, mais qui sont des limites de ce genre institutionnel. Il y a un shir, et le shir, bien sûr, va aller à l'administration pour demander telle chose, ou pour revendiquer telle question, telle autre chose. Donc, nous avons, la consultation, c'était, voilà, l'une des conclusions, l'amshikha, et l'unité fonctionnelle dans cette structure tribale, telle que nous l'avons décrite, avec les arguments, etc., la cartographie, etc., etc. Donc, ça pour un peu disons, la partie morphologie sociale. La morphologie sociale, j'ai parlé de la discontinuité, j'ai parlé de, etc. Vient la deuxième partie, qui est une partie basée sur les interviews et les questionnaires. C'était fait dans les règles de l'art. Nous avons fait 200 interviews, exactement 119, mais il fallait faire 200, il y a une interview qui a sauté, mais bon. 119 interviews pour préparer le questionnaire. Les interviews ont été faites dans une phase par Abdallah Hamoudi Touzé et moi-même, et dans une deuxième phase par Touzé et moi-même. Donc il y avait deux enquêtes. C'était au mois de Ramadan en plus. Donc nous avons souffert. Alors, il y a les entretiens qui... On était déjà adaptés, pas adaptés, mais familiarisés avec le vocabulaire des nomades, etc., donc, qui figurait dans le questionnaire. C'était quelle langue, pardon? C'est vraiment, c'est l'arabe, c'est l'arabe dialectal, mais un arabe dialectal assez proche, sinon très proche de l'arabe, on va dire, l'arabe classique. D'accord. Donc, par exemple, pour tourner à droite, on va te dire stamen. Pour tourner à gauche, pour dire au chauffeur, voilà, tourne à gauche, il lui dit Staysar.
Donc, et plusieurs exemples comme ça, c'est-à-dire des mots pour la confiture, des mots, voilà. Bon, je dis confiture et là-bas je découvre qu'il y a un nom arabe, etc. Voilà. Et donc, oui, j'ai découvert un autre accent, mais également une langue beaucoup plus proche que l'Ela Darija de Casablanca et de la région de Casablanca où j'ai grandi. Et même maintenant que tu poses la question sur la langue véhiculaire, dans la région de Casablanca et probablement ici également à Rabat, on s'adresse au masculin en lui disant Fil Kharjti. C'est masculin, mais on lui dit Fil Kharjti. En arabe, on dit Hel Kharajta. Donc, bon. En Darija, comme on ne dit pas Hel Kharajta, Fil Kharjti, à un moment, le Muqaddam me dit mais je ne suis pas une femme. Oui. Tu es en train de me dire Fil Kharjti, Jgelti, etc. Et j'ai compris que voilà, j'étais un peu dans. Alors que eux, ils disent Fil Kharjt. Pour nous, Fil Kharjt, c'est un peu le Ghaib. C'est la troisième personne du pluriel, mais c'est également la deuxième personne du singulier, c'est les deux. Donc, pour éviter la confusion, peut-être que les gens de Casablanca disent Fil Kharjti. De toutes les façons, il y a confusion, soit entre le féminin ou le masculin, soit entre le pluriel et la troisième personne du singulier, Fil Kharjt. Fil Kharjt, bon, si dit Fil Kharjt, ça veut dire Fil. Oui. Peu importe. Alors. Donc la question de la langue n'était pas vraiment un grand handicap pour nous. Et donc le questionnaire, je ne me rappelle plus, mais ça doit être plus d'une centaine de questionnaires sur les innovations. On a identifié, grâce à nos séjours et grâce aux questionnaires, quelques innovations. Et des fois, les innovations, ce n'est pas des innovations techniques comme la médication moderne, avec le vétérinaire. Ce n'est pas uniquement ça, ce n'est pas uniquement la complémentation qui est moderne. C'est des fois l'enclos. L'enclos, les nomades ne connaissaient pas ce qu'était l'enclos. Donc ils vont découvrir ça, ils vont l'adopter en tout cas, pas découvrir, ils vont l'adopter à partir des années 70. Donc c'était centré sur les innovations et sur également la capacité et la prédisposition des nomades à adopter des techniques nouvelles et une réglementation nouvelle. Bien sûr, comme dans tout questionnaire, donc c'est une affaire de pourcentage, mais en gros, les nomades avaient déjà adopté plusieurs innovations, donc sans l'intervention de quiconque, sur l'intervention d'un agent, d'un facteur étranger. Donc il y avait le questionnaire, ce qui était un peu innovant pour nous lorsqu'il s'agit du rural. Pour moi, c'est la première et la dernière fois avec laquelle j'ai travaillé avec un questionnaire au milieu rural, mais exclusivement rural. Pas l'enquête sur les valeurs, où c'était un échantillon national, on devait travailler également sur le rural. Non, on va travailler uniquement sur le rural, mais avec un questionnaire. Et c'est une prédisposition à laquelle je n'ai pas bien réfléchi à l'époque, à laquelle j'ai réfléchi un peu plus tard. C'est de dire, bon, maintenant, lorsqu'on travaille sur le rural, et même maintenant lorsqu'on travaille sur le rural, on travaille sur le communautaire, sur le lignage, sur tout ce qui est collectif. Et même quand on prend l'individu en tant que tel, on le prend en charge à travers des entretiens. Mais jamais à travers des questionnaires. Et les questionnaires, ce qui est sous-jacent à la technique du questionnaire, c'est que les individus ne sont pas interchangeables. Que chaque individu est autonome, il est séparé des autres, il peut avoir des attitudes particulières, il peut avoir des innovations, des comportements particuliers, etc. Et ça ne coïncidait pas avec la tradition du terrain au milieu rural. Il y avait très peu de questionnaires, même après. Moi, je n'ai jamais fait de questionnaire par la suite. J'ai toujours fait du qualitatif. Mais bon, ça ne veut pas dire que le qualitatif est facile. Mais c'était une innovation qui n'a pas été prise en charge théoriquement, à l'époque.
On l'a fait parce que bon, il y avait le FIDA qui voulait avoir le maximum de répondants par rapport à des questions. Donc ce n'était pas un choix théorique, c'était beaucoup plus un choix. Donc voilà pour la consultation. Je tiens à cette consultation parce que pour la première fois, il est très difficile de le faire pour toutes les consultations, pour la première fois, je me suis dit, nous avons si investi dans une enquête qu'il serait, comment dire, honteux, lâche de ma part, de ne pas aller jusqu'au bout et écrire un livre sur un aspect, pas tous les aspects, c'est impossible, sur un aspect. Et donc j'étais un peu furieux contre cette façon d'abandonner les rapports dans des tiroirs, de ne pas les partager avec les collègues, de ne pas les partager avec les chercheurs, de ne pas les partager avec nos étudiants, etc. J'ai dit peut-être qu'il faut saisir, parce que je ne sais pas combien ça a coûté ces enquêtes, parce que c'est 1500 questionnaires, une vingtaine de Land Rover, une vingtaine d'enquêteurs, une dizaine de chauffeurs, je ne sais pas, une vingtaine de muqaddam et de chouurs mobilisés, 5 ou 6, une dizaine d'encadrants, y compris moi-même, Mohamed Touzi et d'autres, celui qui s'occupe de la logistique. C'était une armée, Mhella, Harka, comme tu veux. Comme à l'ancienne. Et donc je me suis dit, non, c'est pas possible. Il y a déjà beaucoup de statistiques. Et plus encore, nous avons émis le souhait, c'était avant même le questionnaire, Mohamed Touzi, Ben Cherifa et Touzi, nous avons émis le souhait d'élaborer un livre collectif. Ça n'a pas marché, mais moi j'avais déjà commencé à parler aux gens, parce que bon, le questionnaire, les entretiens, on peut même si ça prenait beaucoup de temps, mais une fois que tu es parti dans un endroit à 50-60 km, tu ne peux pas aller faire à un autre endroit, donc tu es obligé tu t'installes, tu commences à travailler. Bon, quand on termine les 5, les 6 entretiens, il nous restait beaucoup de temps pour engager des entretiens sur des choses qui m'intéressaient personnellement, et la chose qui m'intéressait, c'est comment les nomades se sont fixés et comment d'autres sont restés nomades à leur manière. Ça, c'est deux questions, la fixation et le titre du livre, comment rester nomade, ceux qui sont restés nomades. Et j'ai essayé un peu de répondre à cette question dans le livre, avec mes différentes stratégies, ceux qui ont adopté le camion, qui ont continué à nomadiser, ceux qui sont restés sur le parcours, mais qui ne pouvaient pas émigrer, rentrer à Tendrara, ou Abu Arfa, qui sont restés sur le parcours, mais ils étaient obligés d'acheter des charrettes, parce que l'une des innovations encore, c'est que avant le troupeau allait vers l'eau. Elle ramène l'eau. Maintenant c'est le nomade qui ramène l'eau, soit charrette, soit camion, soit si le propriétaire du camion c'est son camion, sinon il va louer un camion, etc. Et donc ça dépend des saisons, une fois chaque jour, 2 fois chaque jour. Donc il y a une citerne, khazna, et puis il y a une autre citerne, bon. Et il y a plusieurs pratiques qui ont chamboulé un peu le système nomade et qui a fait que la personne qui reste, qui est fixée, mais fixée au sens nomade, Gaïtan, ça veut dire qu'il va bouger dans une aire de 50 km, 40 km avec sa charrette, il va changer un peu de parcours chaque 3 mois, 2 mois, 4 mois, ça dépend. Ça dépend de la saison, ça dépend du parcours, de la richesse du parcours, etc. Et donc, ceux qui se sont vraiment, qui ont quitté les parcours et qui ont immigré. Donc, on a en gros trois stratégies. Il y a un moment où tu parles de l'axe de migration féminine. Oui, ça c'est une autre consultation. C'est une autre consultation qui est venue une dizaine d'années après, c'est 2000, sur la migration féminine. Et ça, c'était une consultation qui a été commandée par le ministère de l'Aménagement du territoire. Donc c'est la migration féminine dans le Haouz. On a commencé 2000, enfin c'est autour de 2000-2001. Et c'était intéressant également
Vous savez, chaque consultation est intéressante en soi. Et bon, ça correspond un peu à mon tempérament. J'aurais pu répéter les mêmes consultations, travailler encore chez les nomades, ou travailler sur les coopératives ou des choses comme ça. Moi, je préfère ce genre de migration d'un type de consultation à un autre type. Les nomades, j'ai jamais travaillé sur les nomades. Je savais même parce que c'était un nomade au sens sociologique, anthropologique du terme, bien sûr. Et là, la particularité de cette consultation, c'est que pour la première fois, je vais travailler, pas en tant que consultant, mais en tant que chercheur ou consultant sur l'urbain. J'ai enseigné la sociologie rurale et urbaine, je sais ce que c'est que l'urbain, je sais ce que c'est que le rural, j'ai lu sur la littérature sur l'urbain, sociologique ou anthropologique, mais je n'ai jamais fait de recherche ni de consultation. C'était vraiment une aventure, mais relativement plus audacieuse que les autres, parce que sur le rural, je suis plus à l'aise, même si je change de sujet. Il y a toujours un background. Sur l'urbain, c'était difficile parce que il fallait identifier les immigrés, les femmes émigrées, parce que c'était uniquement sur les femmes émigrées. Comment les identifier? De prime abord, il n'y a aucune technique pour les identifier. Soit où tu demandes aux gens, bon, est-ce qu'il y a... Non, on ne voulait pas faire ça. Et donc, nous avons pris le temps des entretiens avec les autorités, avec les autorités locales pour identifier des quartiers où il y a le maximum de migration féminine. À Marrakech, parce que l'enquête, c'est uniquement sur Marrakech. Donc, on a identifié Hay Salam et d'autres, Riyad Zitoun, 3 ou 4 quartiers où il y a des... Donc nous avons identifié cela, donc nous avons commencé par faire des entretiens. L'idée, c'est de comprendre, il n'y avait pas vraiment une question comme ça pratique, comme l'aménagement du territoire, comme les innovations. Ils voulaient tout simplement comprendre que veut dire l'émigration pour les femmes. Quelles sont ces femmes qui émigrent, qui viennent à... on les a aidés, bien sûr, à formuler ces questions. Donc, quel est leur profil? Est-ce qu'ils sont âgés? Est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'ils sont instruites? Pas instruites? Ils viennent d'une petite ville, d'une ville moyenne, de la campagne. Quels sont leurs réseaux sociaux sur lesquels ils se sont appuyés dans leur village ou dans leur groupe pour venir à Marrakech. Et puis, une fois à Marrakech, quel est le réseau qui les a accueillis ou qui n'a pas accueilli? Enfin, ce genre de questions. Ouais. Et puis, le projet migratoire, avec ce processus, depuis la décision, quand est-ce qu'il a décidé, jusqu'à l'heure de l'entretien ou du questionnaire. Bref, il y avait les entretiens. Moi, j'ai jamais pleuré lors des entretiens que pendant cette enquête. C'était émotionnel. C'était plus qu'émotionnel. C'était vraiment. Moi, je savais ce que c'était la misère. Je savais ce que c'était la pauvreté. J'étais chez les nomades. Les nomades, ils nous disaient, nous buvons l'eau de la mer. J'étais dans le Haut-Atlas. Je voyais les filles pieds nus, etc. Je voyais les gens comment ils se débrouillaient pour acheter une bougie. Ça m'affectait, mais ça m'a jamais tant affecté que lors de cette consultation, parce que c'était vraiment... J'ai écrit dans le livre... comment devenir anthropologue chez soi, qui va sortir au mois de septembre. J'ai écrit que la misère et la pauvreté du Haut-Atlas, de Casablanca, du bled où j'étais, ou les nomades, était une misère homéopathique. Il était discontinu. C'est-à-dire que tu vois un enfant et puis bon, tu l'oublies, et puis 3 jours ou 2 jours, tu vois un autre pauvre, etc. Mais là, c'était... Très de chance. La semaine, c'était vraiment concentré, c'était de la misère concentrée. Chaque jour. Et avec des femmes, surtout qui étaient seules.
Moi, je pense que l'une des conclusions de cette étude, c'est d'abord la découverte d'un processus de migration qui était inédit. La femme suivait son mari, suivait un proche. Il peut émigrer, venir à Marrakech pour poursuivre ses études, et ainsi de suite. Mais là, c'est des femmes célibataires ou divorcées, violées ou pas violées, qui prenaient leur petite sacoche et qui émigrent seules.